Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Benoît Laverne et je vais vous présenter mon mémoire qui m'a permis d'obtenir le diplôme d'état d'audioprothésiste en 2021. Nous l'avions intitulé « Amélioration du RSB en sortie d'aide auditive » et sous-titré « Pourquoi, comment, combien et jusqu'où ?» Le sujet de notre recherche portait sur l'évaluation technique de la performance des aides auditives dans le bruit. Des notions objectives et subjectives entrent en jeu ici pour déterminer si le rapport signal sur bruit délivré par une aide auditive est un bon critère de sélection. Le sous-titre est en réalité une annonce du plan. Je vais donc vous présenter les interrogations qui se cachent derrière ces noms de chapitres. Pourquoi représente l'entrée en matière avec le contexte physiologique? Pourquoi l'oreille pathologique a besoin d'une amélioration du RSB? C'est l'occasion de rappeler la réglementation de 2018 qui a donné naissance à la réforme du 100% santé. Désormais, il est inscrit dans la loi que la dégradation significative de l'intelligibilité en présence de bruit est une condition suffisante pour appareiller. Comment, déjà affiché, est encore une question de contexte. Elle traite des technologies mises en œuvre par les fabricants pour parvenir à améliorer le RSB. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il existe 3 leviers qui permettent d'améliorer le RSB. On verra que ce sont les algorithmes de réduction du bruit, on l'a vu hier, la directivité microphonique et la compression dynamique. La revue de littérature commence réellement ici avec la question « Combien ?» Nous avons recherché quelles étaient les métriques cliniques, c'est-à-dire sur le patient, et techniques, c'est-à-dire via un instrument de mesure, qui permettent de réaliser une comparaison des aides auditives, soit entre elles, soit selon leur réglage. Et enfin, la question « Jusqu'où » nous a permis de répertorier les limites de l'amélioration du RSB, le moment où le signal commence à être dégradé par les algorithmes. Tout le travail de l'audioprothésiste, lorsqu'il règle une compression par exemple, c'est de trouver le juste milieu entre la mise en avant du signal bruité et l'amplification du bruit, ce qui deviendrait contre-productif. Avant de rentrer dans le détail, un petit mot sur la méthode de sélection des articles. Les recherches ont été réalisées sur PubMed, avec une requête assez générique. Nous l'avons complété, ces résultats, par des recherches bibliographiques croisées, c'est-à-dire par des citations à l'intérieur des papiers qui nous paraissaient importants. Ensuite, nous avons filtré ou sélectionné les articles en fonction de leur SCImago Journal Rank ou SJR, qui a l'avantage par rapport à l'impact factor de ne pas trop tenir compte des autocitations. Au final, nous avons retenu 58 articles pour les rappels théoriques et 73 dans le cœur de la revue de littérature, avec des SJR allant de 0,14 à plus de 2. Dans le premier chapitre, nous avons rappelé que le processus de vieillissement des voies auditives supérieures conduisait à une perte de sélectivité, à la fois en fréquence et en intensité. Et il faut préciser que le principal outil dont se sert le cerveau pour comprendre dans le bruit, c'est le démasquage binaural, c'est-à-dire la différence de temps et de niveau entre les deux oreilles. Le masquage de la parole par le bruit peut être énergétique, par exemple un bruit fort, ou informationnel, par exemple une deuxième source de parole. Dans ce cas, le délai de traitement empêche la compréhension car nous avons tous des ressources cognitives limitées. On voit dans cette représentation d'un extrait sonore la différence entre la structure fine qui est basée sur la fréquence et l'enveloppe du signal qui est basée sur l'intensité. Dans cette partie, nous avons également redonné les procédures des différents tests de géométrie vocale dans le bruit, comme le Hint, le VRB, le Framatrix, pour les plus utilisés. Dans le deuxième chapitre, nous avons défini de quel bruit on parle. Il peut être de type impulsionnel, de type bruit de vent, ou encore de type bruit ambiant. Dans les 2 grandes familles que sont le filtrage de Wiener et la soustraction spectrale, on se base sur la détection de la parole pour identifier le bruit et le supprimer, soit par l'adaptation du gain dans le domaine temporel, soit directement dans le domaine fréquentiel. Là où l'intelligence artificielle intervient aujourd'hui, c'est dans la détection de la présence de parole. Les réseaux de neurones récurrents sont entraînés à reconnaître la présence et l'absence de parole. Et sans changer de technologie pour la suppression, on obtient des résultats comme celui-ci où on est visuellement incapable de discerner le signal original et le signal débruité. La directivité adaptative est évidemment très présente dans l'amélioration du RSB. Les études montrent jusqu'à 7 dB de mieux et toutes les aides auditives directionnelles apportent une amélioration du seuil d'intelligibilité. On voit ici l'hypercardioïde de Dillon généré par 2 micros omnidirectionnels qui diffèrent simplement par leur sensibilité.
Et enfin, la compression dynamique large bande, dont plus aucun de fabricants ne se passe, car elle permet de compenser le recrutement notamment. Les sons faibles deviennent plus forts et les sons forts sont réduits pour diminuer la gêne. On arrive donc à la question combien. Nous avons regroupé les 36 papiers en fonction du genre de mesures qu'ils présentent. Les mesures cliniques, les mesures techniques, ou une corrélation entre les deux. Dans les mesures cliniques, c'est-à-dire qui font appel à l'expérience du patient, nous avons répertorié la détection de différence de RSB qui est de l'ordre de 3 décibels, la mesure de l'effort d'écoute, notamment par la pupillométrie et le temps de réponse à une double tâche, la pente de la courbe psychométrique qui reflète la prédictibilité du signal et sa similarité avec le bruit, et la préférence individuelle, et toutes les études ont constaté une forte variabilité du ressenti entre les individus, ce qui complique la caractérisation des performances des aides auditives. Dans les mesures techniques, c'est-à-dire qui font appel à des instruments de mesure, nous avons répertorié les indices prédictifs de l'intelligibilité qui peuvent être intrusifs ou non. Les indices intrusifs, tels que le S2I, dont on a entendu aussi parler, prédisent simplement le score d'intelligibilité par bande de fréquence, alors que les indices dits intrusifs ont besoin de comparer la source de parole propre et le signal bruité. Pour recueillir les enregistrements, la technique de mesure qui fait référence, c'est, pour les aides auditives, c'est celle de Hagerman et Olofsson, qui date de 2004. Je vous le mets ici, un petit extrait. C'est ce qu'on appelle un nul test, c'est-à-dire qu'on inverse la phase du bruit pour additionner les deux enregistrements et le bruit disparaît complètement. La plupart des études comparatives utilisent cette méthode. Nous avons réalisé une animation avec Manim pour visualiser la technique. Hop, on additionne et ça se supprime. Parmi les études qui recherchent une corrélation entre les métriques objectives et subjectives, les paragraphes qui concernaient les matériels et méthodes nous ont particulièrement intéressés. On retient principalement que si on ne contraint pas le RSB, si on ne contraint pas le RSB lors de la mise en œuvre, le résultat de l'étude est complètement biaisé. Ensuite, la méthode de comparaison par paire, par exemple comparer ce son-là à celui-ci, permet de révéler des résultats significatifs. Évidemment, la compréhension est très différente de l'effort d'écoute, l'un n'entraîne pas l'autre, et les indices à court terme sont beaucoup plus prédictifs de l'intelligibilité que ceux à long terme. Jusqu'où tout le problème réside ici, en présence d'un bruit fort. Si on compresse rapidement, on réduit le bruit et on améliore le signal. Mais en présence d'un bruit faible, la compression réduit les crêtes de la parole et le RSB se dégrade. C'est ce qu'on appelle la perte de gain cible. Ce phénomène peut être atténué en liant la vitesse de compression au niveau du RSB. C'est ce que montre cette étude de 2018. Voilà. À des RSB de plus 12, c'est-à-dire que le signal est 12 dB au-dessus du bruit, on gagne 2 dB en sortie par rapport à une compression rapide. Pour finir, dans notre recherche documentaire, nous avons analysé 30 études cliniques sur la base de critères de mesure que nous avons déterminés précédemment et que vous voyez ici. Le résultat écrit est assez chargé, je vous invite à le lire prochainement dans les cahiers de l'audition. Nous concluons sur notre travail de réglage d'une aide auditive dans le bruit qui consiste à trouver un bénéfice en équilibre entre l'amélioration de l'intelligibilité et l'amélioration du confort d'écoute. Toutes les études précisent que les résultats sont reproductibles dans des conditions strictement identiques de labo. Et c'est bien le ressenti individuel de nos patients qui prime sur les résultats. Notre objectif initial était de développer une interface web pour générer des courbes RSB entrée-sortie et des courbes d'indices de différence d'enveloppe. Le programme d'origine avait été développé par un audiologiste chez un fabricant. Vous pouvez voir là une ébauche qui verra peut-être le jour, j'espère. Voilà. Merci pour votre attention. Un grand merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui était assez simple. Donc, effectivement, vous avez fait une revue de littérature présentant comment on peut améliorer le RSB. D'après vous, quelles sont les vraies perspectives d'amélioration du rapport signalisation-bruit et plus largement de la compréhension sur les prochaines années? Alors, le grand point que je n'ai pas abordé, je le cite en discussion dans mon mémoire, c'est toute la partie couplage acoustique, évidemment. On a beau faire un joli réglage de directionnalité et de réduction du bruit. Si on a un couplage nul, on aura un résultat nul. Donc après, dans les aides auditives, je pense qu'on va surtout s'améliorer dans la détection via, par exemple, l'intelligence artificielle de la présence ou de l'absence de bruit.
c'est voilà, une supposition de l'avenir se concernant. Okay. Ça marche, un grand merci. Merci. Une question aussi au regard de tout ce que vous avez analysé. Qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous additionneriez dans les tests qu'on fait auprès des patients, en bilan d'orientation ou après en contrôle d'efficacité? Est-ce que vous avez des idées de tests ou de procédures qui pourraient être incluses dans les prises en charge de patients? Non, je dirais déjà mesurer le gain prothétique dans des conditions voilà, écologiques, ce serait le minimum. C'est déjà les recommandations de notre syndicat, de la SFORL, etc. Et déjà le faire, ce serait déjà très bien. Je ne vois pas de choses à ajouter aujourd'hui, étant donné que les aides auditives voilà, sont déjà très performantes dans le bruit. Maintenant, il faudrait qu'on soit sûr d'appliquer la vérification et le contrôle d'efficacité en quotidien. Ce serait, à mon sens, déjà une grande avancée au quotidien, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Merci encore, Merci également pour ce beau travail. Et